Allez, donc on va démarrer. Je vais juste partager l'ensemble de mon écran, histoire que vous voyez tout ce que je fais. Voilà. Je vais fermer le sondage. Donc c'est parti pour la correction des deux exercices et de l'activité qu'elle va faire pour aujourd'hui. Puis ensuite, il y aura du cours à noter. Donc juste pour mémoire, rapidement, je remontre une petite animation sur, est-ce que c'était avant les vacances? On a vu un phénomène, pour certains en classe puis d'autres à distance, qui s'appelle la réfraction. Donc quand une lumière arrive à la surface d'un milieu transparent, la lumière, il lui arrive deux choses. Elle rebondit à la surface, on appelle ça la réflexion, ou elle rentre dans le liquide en étant déviée légèrement de sa trajectoire. Et on appelle ça la réfraction. Et nous, on s'intéresse à la réfraction. On constate que quand j'arrive il y a un paramètre qu'on appelle l'indice de réfraction. Pour l'air, il vaut 1. Pour l'eau, par exemple, il vaut 1,33. On le voit ici sur cette animation. Et on voit quand on passe de l'air à l'eau, donc quand on passe d'un indice de 1 à 1,3, la lumière, elle se rapproche d'une droite imaginaire qu'on appelle la normale. C'est-à-dire que ça se dévie vers le bas ici. Maintenant, si j'inverse les choses, que je mets de l'eau en haut et puis de l'air en bas, par exemple, le rayon incident, il arrive depuis l'eau, la réfraction, cette déviation, elle s'éloigne de la normale. Au lieu de se décaler vers le bas, ça se décale vers le haut. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà expliqué déjà à l'occasion d'observations et de choses comme ça. Donc si la lumière passe de l'air à un gaz différent, est-ce qu'il y aura les mêmes effets? En fait, alors il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est Pierre. Bonjour Pierre. Pierre, que je fasse tchic. En fait, ce phénomène-là arrive également dans l'atmosphère, mais de façon très très subtile. On dit que l'indice de l'air, il vaut 1. En réalité, il vaut pas tout à fait 1. Il vaut 1, quelque chose. Et donc, vous avez des phénomènes particuliers entre deux gaz comme ça, où la lumière, il faut vraiment des grandes profondeurs pour pouvoir constater une réfraction. En fait, je l'expliquerai tout à l'heure, mais quand le soleil se couche, s'il change d'aspect et de couleur, c'est grâce à la réfraction. Quand il se couche, il devient rouge. Et enfin, il devient d'abord jaune, puis après il devient rouge, et puis après il s'éteint complètement. Et ça, c'est grâce à la réfraction, mais j'en parlerai tout à l'heure. Parce que l'air dévie la lumière, et on va le voir, on va en parler aujourd'hui. C'était l'activité qu'il y avait à chercher pour aujourd'hui. La lumière, en fonction de sa couleur, elle n'est pas déviée de la même manière. Donc le rouge étant moins dévié que le reste, c'est celui qu'on voit en dernier. Donc ça explique pourquoi lors d'un coucher de soleil, à la fin, le soleil paraît un peu orange-rouge. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc, maintenant, on a vu si je reprends de l'air et puis de l'eau ici, ou du verre, qui dévie encore plus la lumière que l'eau, on peut changer l'angle d'incidence. Donc, on a l'angle d'incidence entre cette droite qu'on appelle la normale et le rayon incident. On a l'angle de réfraction en bas et l'angle de réflexion en haut. Et bien, il y a une loi, on a vu dans le cours, une loi qui est la loi de Descartes, qui permet d'expliquer ici quelle est la relation qui existe entre les différents angles d'incidence, angle de réfraction, et ce qu'on appelle les indices de réfraction. Bon, donc on va voir la correction des deux exos qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Alors cette loi de la réfraction, on peut l'utiliser de différentes manières. Suivant les cas, on peut prévoir l'angle I2, l'angle de réfraction, on peut prévoir l'angle d'incidence, ou on peut calculer les indices de réfraction. Donc suivant les exercices, il va falloir utiliser différentes relations là qu'on a vues dans le cours. Dans l'exercice 22, vous avez un rayon qui est proposé. Alors il propose des couleurs, attention méfiance, hein, c'est juste pour séparer les rayons, mais il n'y a pas de lumière colorée ici, hein. C'est tout le temps dans les expériences la même couleur, mais ils ont fait des rayons de couleurs différentes pour pouvoir, nous, dans l'exercice, les différencier, mais normalement ils ont tous la même couleur. Il y en a un qui est dévié à 36 degrés, l'autre à 31 degrés, l'autre à 28 degrés, et en fait, ça concerne des milieux différents.
Donc il faut essayer de retrouver l'angle I2 ou l'angle I3 ou l'angle I4, à quel milieu ça correspond. Donc pour ça, ce qu'on veut rechercher, c'est l'indice du milieu 2, le milieu qui est en dessous. Donc on va utiliser la relation qui est ici, là, en haut, là, cette relation-là, pour pouvoir calculer N2. Donc il faut utiliser la relation de Descartes sous la forme qui est ici, pour calculer l'indice de réfraction du milieu 2. Donc dans chaque cas de figure, pour les 3 rayons qui sont proposés ici en bas, je vais utiliser cette relation. Alors est-ce que certains ont trouvé pour le rayon qui est en vert ici, représenté en vert, à quel milieu ça correspond? Alors je vais pas faire comme ça, je vais faire un petit sondage. Et vous allez tous répondre, parfois au pif, et on va voir ça. Donc pour cet exercice-là, je vais faire un petit sondage de la façon suivante. Hop, comme ça je m'assure que, je pense que ça c'est Pierre qui avait répondu, ouais, que tout le monde est bien avec moi. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, donc un petit sondage. Donc la question que je vais poser, c'est alors comment je vais la poser? Donc le rayon vert est réfracté dans, le premier choix c'est la glace, deuxième choix, je regarde l'exercice, hein. La glace, la glycérine ou le verre de Flint. La glycérine ou le verre de Flint. À vous de répondre à ce sondage-là. Donc pour le rayon qui est, j'ai mis un S à vert, il n'y a pas de S. Le rayon vert, donc pour I2, à vous de répondre. Est-ce que il correspond à la glace, à la glycérine ou au verre de Flint, si c'est dévié à 36 degrés. Donc j'attends des réponses pour voir un petit peu. Il y en a 4 qui ont répondu la glace. Alors je sais pas si vous voyez les réponses en même temps, j'aurais peut-être pas dû le dire parce que tout le monde va répondre la glace, ça se trouve c'est faux. Hein. Léo Katzel n'a pas répondu, Pierre, Renan, Sandrine n'ont pas répondu. Ça y est, Léo a répondu, mais pas Léo, pas Pierre, Renan et Sandrine. Donc Pierre, Renan, Sandrine, vous êtes toujours avec moi? Donc Sandrine vient de répondre, j'attends toujours la réponse de Renan, de Pierre et de Camélia. Renan, Pierre, Camélia a répondu, Pierre, Renan. Vous pouvez reformuler votre question s'il vous plaît? Et ben, la question c'est dans l'exercice qui est ici là, le rayon qui est en vert, qui est dévié à 36 degrés, il est dévié dans la glace, dans la glycérine ou dans le verre de Flint. Donc pour le premier rayon. Tu peux répondre au pif, hein. L'essentiel c'est que tu répondes, que je m'assure que tu es là. Puis il reste encore Renan. Ah ça y est, Renan a répondu. Ok. Ben, la glace. Mais j'ai fait un sondage, Pierre. Le sondage il sert à ça. Tu regardes le sondage ici, là en bas, là. À côté de la prise de parole. Voilà, ça y est, t'as compris. Ok. Donc ça me permet de voir que vous êtes tous encore avec moi. Nickel. Donc effectivement, bah pour le rayon vert, on fait le calcul suivant. Au-dessus, là, N1, ça vaut 1, parce que c'est l'air. I1, c'est 50 degrés, donc on met 50 pour sinus en haut. Et puis ensuite 36 degrés en bas, parce que le rayon vert fait 36 degrés. Quand je fais ce calcul, ça fait 1,30, donc c'est la glace. Pour le rayon rouge, I3, non, c'est pas I3. Ouais, si, c'est I3. Alors, je vais faire un sondage à nouveau, mais cette fois-ci, je vais éviter de parler, comme ça je vais me rendre compte si... Ok.
Donc le rayon rouge cette fois-ci, je ne ferai pas tout le temps des sondages, hein, sinon ça va être relou. Hein. À vous de répondre. Ah, faut pas que j'affiche ça parce que sinon vous allez le regarder. Tac. Mince. Ah, forcément, vous avez tous vu glycérine puisque je l'ai fait afficher. Bon, ok. Allez, j'ai bien joué. Maintenant, on va avancer un peu plus vite. Donc, on fait le même calcul. On trouve 1,46. Alors, le même calcul presque, mais sauf que sinus 36, c'est plus 36 degrés, c'est 31,5. Et on trouve 1,46, c'est donc la glycérine. Par élimination, alors on peut faire le calcul hein, pour I4 en bleu, mais on a compris que par élimination, ce sera le verre de Flint, mais on le vérifie par le calcul. Ok. Donc ça signifie que chaque milieu différent, on le voit dans l'animation précédente, hein, va dévier différemment la lumière, ce qui est logique. Donc là, quand j'allume cette déviation-là, si j'ai de l'eau, du verre ou encore autre chose, on voit que la déviation, elle va dépendre de l'indice du milieu, c'est-à-dire du type de milieu. Alors, pour votre culture, le milieu, à ma connaissance, qui dévie le plus la lumière, c'est le diamant. Vous en voyez, c'est pour ça que souvent, quand on regarde une image de diamant, je peux chercher sur Internet une image de diamant. J'en ai pas à vous montrer chez moi, hein, bien sûr. Un diamant en image, souvent, vous avez si je regarde, vous avez des effets comme ça de coloré de lumière. Alors là, on les voit pas forcément super bien. Si je prends le premier, on va voir un effet comme ça, irisé un petit peu. Quand vous regardez ça, là, ça fait des couleurs un petit peu. Ou peut-être celui-là, on le voit mieux, je sais pas. 16 €, mais c'est pas un vrai diamant, ça. On voit qu'il y a des effets de couleur. Parce que le diamant dévie fortement la lumière, et on va le voir, cette lumière est déviée différemment suivant sa couleur. Bon, exercice 38, page 238. Donc ici, on nous demande de s'intéresser à... Il y a deux réfractions en fait qui se produisent, même si on n'en parle pas dans ce système qu'on avait utilisé. Si je prends mon petit pointeur, il y a une réfraction qui se déroule ici, une première, puisque là, le rayon incident, ici, arrive dans le milieu et il est réfracté. Donc là, il y a une première réfraction ici. Je change de milieu. Mais ça change de milieu une deuxième fois, ici. Donc là, c'est la deuxième réfraction. Deuxième changement de milieu. Et on dit que c'est pas dévié lors de la deuxième réfraction. C'est ce qui est dit dans l'énoncé. On le voit effectivement que le rayon il part tout droit. Ici, quand ça passe je sais pas, c'est du verre ici, ce cylindre là. Il est peut-être en verre ou en plexiglas, j'en sais rien. Et bien, quand on passe du verre et qu'on ressort dans l'air, on voit que ici c'est pas dévié. Alors pourquoi c'est pas dévié? Il faut expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à trouver cette question? Pourquoi est-ce que c'est pas dévié quand ça sort de l'autre côté? C'est pas simple. Hein. Personne n'a réussi à trouver la réponse. C'est parce que l'angle de réfraction de l'air est de 1, le rayon n'est donc pas réfracté. Alors, non, c'est pas la bonne explication. Parce que si je prends ici le verre au départ et que je vais dans l'air, ici, hop, j'ai quand même une réfraction, vous le voyez, quand ça sort. J'ai une réfraction du moment que l'angle d'incidence fait en sorte que je peux calculer un angle de réfraction. Maintenant, regardez si je me place pile à angle droit comme ça. Quand j'arrive tout droit, et ben là c'est plus dévié. Qu'est-ce que je peux dire de l'angle qu'il y a ici, l'angle d'incidence ici par rapport à la normale? Il vaut combien l'angle d'incidence ici par rapport à la normale? Quand vous regardez, il vaut 0 degré. Ouais. Alors je me rends compte que j'ai fait une erreur dans ma correction. Mais l'angle d'incidence, il vaut 0 degré.
0. Donc ici, c'est pareil. Dans ce cas de figure, alors même si c'est arrondi, hein, la normale, elle est comme ça, elle est comme le rayon, donc il y a 0 degré d'incidence. Si je fais le calcul avec 0 degré, vous pouvez vérifier, sinus de 0, ça fait 0. Donc forcément, je vais trouver un autre angle de 0 degré derrière. Donc, alors ça c'est 0 degré. Donc l'angle d'incidence qui arrive ici vaut 0 degré. Et donc, dans le milieu 2, on va pouvoir calculer l'angle de réfraction, sinus de I'2, donc l'angle qui va sortir ici. Il suffit de calculer tout ça, mais sauf que si vous mettez 0 degré ici à la place de sinus, tout ça, ça va faire 0. Ça va faire égal à 0. Et du coup, je vais trouver un angle de réfraction qui fait lui-même 0 degré. Donc I2 va être égal à 0, pas 90 degrés, mais 0 degré. Donc en fait, si j'arrive avec un angle, si j'arrive sans angle d'incidence, bah, je ressors sans angle d'incidence. On le voit très bien sur cette animation. Je vais la reprendre. L'animation qui est ici, là. Du moment que j'arrive avec un angle d'incidence, bah, ça se réfracte, c'est-à-dire que ça se dévie. Maintenant, si j'arrive sans angle d'incidence, par rapport à la normale, bah, ça se dévie pas. C'est pareil si je mets de l'air d'abord et du verre ensuite. Hein. Du moment que l'angle d'incidence il vaut 0 degré, bah, l'angle de réfraction il vaut 0 degré aussi. Ok. Bon, je vais corriger l'activité, donc celle pour laquelle c'était un peu délicat parce que vous aviez pas la bonne activité. Non, vous aviez pas la bonne vidéo, je sais plus, enfin, il y avait un couac. Donc il y a tout un texte historique, je vais se faire assez vite parce que je voudrais faire le cours après. Qui explique un petit peu que la lumière blanche et les couleurs naissent progressivement de son affaiblissement. Ça, c'était une première idée. Après, il y a Newton qui a fait une expérience avec la lumière du soleil. Il l'a fait passer dans un prisme et il a obtenu des lumières colorées. Alors, juste... Si je reprends l'animation précédente, où est-ce qu'elle est? Non, je vais pas le faire comme ça. Je reprends l'animation précédente pour vous montrer. Alors, j'avais mis une vidéo, moi. Mais là, je vais vous le faire avec cette animation, c'est plus... Si je prends un prisme, donc là j'ai ma source de lumière, hein, ça peut être un laser rouge, et que je prends un prisme, que je le dispose par exemple ici, et on voit que la lumière est réfractée 2 fois en rentrant dans le verre, puis en ressortant dans le verre. Maintenant, je peux décider de changer la couleur de ma lumière de départ. Regardez, quand je change de couleur, qu'est-ce qu'on voit sur la réfraction finale, la déviation finale après les deux réfractions? Bah, c'est pas la même. Donc, bah, quand j'ai juste un laser avec une seule couleur, bah, je vois une seule déviation globale. Par contre, si je prends une lumière blanche, c'est-à-dire l'équivalent de la lumière du soleil. Alors, la lumière du soleil, on constate, si elle est blanche, c'est qu'elle est constituée de plein d'autres lumières colorées. Et ce prisme-là, bah, comme il dévie les couleurs de façon différente, hein, si je reprends la plus déviée, bah, c'est le violet. On voit que c'est celui qui dévie le plus. La moins déviée, c'est le rouge. Et bien avec une lumière blanche, je vois que le violet il est en bas, le rouge il est en bas, en haut, et puis toutes les couleurs intermédiaires, elles sont entre les deux. Et on découvre que cette lumière blanche, en fait, elle est composée de plein de lumières colorées. Ça fait comme les lumières de l'arc-en-ciel. Donc ça, c'est des phénomènes que vous observez assez régulièrement, notamment lors des arcs-en-ciel, etc. Donc la première question, avant Newton, savait-on qu'un prisme pouvait donner différentes lumières colorées à partir de la lumière blanche? Il fallait répondre oui. On savait déjà qu'un prisme donnerait des lumières colorées sans pouvoir en donner l'explication. C'est ce qui était donné dans le texte. Alors je ne vais pas vous laisser nécessairement tout le temps de corriger ça. Vous aurez la vidéo en accès juste après le cours. Donc vous pourrez re-regarder la vidéo pour noter la correction de cette activité. Ceux qui ne l'ont pas faite. Donc j'ai quand même remis la première réponse ici en haut. Quelle est la source de lumière utilisée par Newton? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? C'est quoi la lumière qui a été utilisée? Activer le micro, c'est encore mieux, parce que ça m'évite de jongler. Est-ce que c'est
Une lampe de poche. Est-ce que c'est un feu? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est une bougie? C'est quoi qu'il a utilisé Newton? Personne n'a la réponse. Ah, un rayon de soleil, ouais, c'est ça. Donc il a utilisé un rayon de soleil. Alors un rayon de soleil, c'est-à-dire il a utilisé la lumière du soleil qui passait à travers sa fenêtre, il a essayé de la concentrer et de la faire aller dans le prisme. En vous aidant des phrases surlignées, précisez si c'est le prisme qui fabrique les lumières colorées ou bien si elles sont déjà présentes dans la lumière blanche. D'après Aristote, il dit, lui, il se trompait, hein, mais il pensait que les couleurs naissent de l'affaiblissement progressif de la lumière, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je diminue l'intensité lumineuse, ça devient de moins en moins, enfin, ça change la couleur. Et en fait, d'après Newton, c'est lui qui a raison, les couleurs sont présentes déjà dans la lumière blanche, c'est comme un mélange en fait. Et le prisme dévie différemment chaque couleur. Donc c'est ça la vraie explication. Et c'est ce qui se passe dans une goutte d'eau. Dans une goutte d'eau, une goutte d'eau, c'est un milieu transparent, ça dévie les lumières colorées de façon différente, ce qui permet d'expliquer le phénomène de l'arc-en-ciel. Alors, je vous remets la correction dans un instant, mais ça, je peux vous le montrer en animation vite fait. Si je prends à la place du prisme, il faut que je vire le prisme, je prends une goutte d'eau là. Alors, je peux peut-être me mettre différemment comme ça, pour qu'on voit mieux les choses. Alors, même si ça dévie un peu moins les choses, on voit qu'ici, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel qui apparaissent. Donc, une goutte d'eau, ça le fait aussi. Faire une phrase pour expliquer ce qu'est la lumière blanche d'après Newton. La lumière blanche d'après Newton, c'est un mélange de toutes les lumières colorées. Quel phénomène la lumière a-t-elle subi aux phases d'entrée et de sortie du prisme? C'est la réfraction. Et ensuite, il fallait compléter le document 2 en faisant apparaître les différentes couleurs et surtout celles qui sont les plus déviées et celles qui sont les moins déviées. Alors, je vais faire un petit sondage et vous allez me répondre quand je peux changer de diapo. Comme ça, je saurai qui a fini de copier la correction. Ça va être un peu pénible. Voilà, et je reviens sur mon sondage. Donc vous répondez au sondage pour savoir si vous avez fini d'écrire, si je peux laisser tout ça actif ou pas. D'ailleurs, je vais changer, je suis désolé, je change tout le temps, mais je suis obligé de faire tout ça pour voilà, pour suivre en même temps. Donc Fadi, Léo, Nour, vous me dites dès que vous avez fini d'écrire avec le sondage. Donc ça c'est la correction. En fait, là, il y avait juste une réponse qui était fausse dans mon truc que j'ai fait. Ouais. Et après, les dernières, je les avais pas finies, mais je vais les faire après, c'est pour ça que je corrige pas. D'accord, tu me réponds oui quand même, histoire que je puisse passer la suite. Donc Fadi n'a pas répondu, ça c'est bon. Il manque encore Léo, Katzel et Nord. Et Renan. Ok, il manque Renan et Nord. Il manque plus que Renan. Renan, t'es toujours là?
Renan, j'attends toujours. Ça y est. Ok, je passe à la suite. Donc il fallait représenter là-dessus les rayons que vous aviez vus dans la vidéo. Donc à la sortie, celui qui est le plus dévié, c'est le violet, donc c'est celui qui va être le plus bas. Celui qui est le moins dévié, c'est le rouge. Et puis entre-temps, vous avez plein de couleurs intermédiaires. Donc après le rouge, vous avez du orange, ensuite du jaune, ensuite ça revire au vert, après c'est du bleu et ensuite c'est du violet. Donc faites comme vous pouvez avec vos crayons de couleur, mais on a le rouge, orange, jaune, vert, bleu, puis violet. Ça c'est l'ordre de déviation, du moins dévié au plus dévié. Que se passerait-il si on remplace la lumière blanche par un rayon laser? Si je remplace par un laser c'est une seule couleur. On va le dire dans le cours, hein, on appelle ça une lumière monochromatique. Donc si c'est une seule couleur, je vais avoir qu'un seul rayon qui sort. Donc je vais avoir juste un trait à la sortie. Hein. Il n'y aurait qu'un seul rayon coloré de la couleur du laser de départ. Parce qu'un laser, c'est pas un mélange de couleurs. Donc ce qu'on obtient après, cette figure qu'on obtient, si on la projette sur un mur, on obtient ce qu'on appelle un spectre. La figure de l'arc-en-ciel, comme ça, avec le dégradé de couleurs, ça s'appelle un spectre. Donc c'est la figure obtenue après dispersion de la lumière par un système dispersif comme le prisme. Donc vous aviez différentes couleurs, différentes zones. La zone de gauche, là, la plus à gauche, on va mettre le violet, c'est la moins large en fait. Puis après, vous avez un bleu un peu foncé, ensuite un bleu un peu clair, du vert, du jaune, du orange et du rouge. Donc essayez de faire au mieux comme moi. À la limite, si vous n'avez pas tous les crayons de couleur, vous tracez au crayon à papier les limites que vous avez là, et puis vous mettez les couleurs en écrivant des symboles. Hein. Ici c'est violet, ici c'est bleu foncé, ici c'est bleu clair, après donc violet, là ça va être vert, ici ça va être jaune, ici orange, et là rouge. Rouge je vais le mettre au-dessus, sinon il n'y a rien. Alors vous allez voir qu'après on va avoir des graduations en dessous parce qu'on peut classer. En réalité c'est des dégradés de couleurs, hein. C'est pas une zone toute verte comme ça, hein. C'est un dégradé de couleurs. Donc on a des verts qui tendent vers le bleu, des bleus turquoise, et puis des verts qui tendent vers le jaune. Et en fait on verra dans le cours que chaque teinte, donc sur chaque type de bleu, type de vert, type de jaune, type d'orange, de rouge, est qualifié par une grandeur qu'on appelle la longueur d'onde. Ça, on va en parler dans le cours. Donc, je vous laisse le temps de recopier tout ça. Je vais refaire un petit sondage pour m'assurer que tout le monde a fini de copier la correction. Donc, vous répondez au sondage quand vous avez fini de recopier cette correction. Alors, c'est peut-être un petit peu long parce qu'il faut utiliser des crayons de couleur. Alors je vais rajouter dessus, puisque on va le faire dans le cours dans un instant, mais je vais rajouter des indications sur ce qu'on appelle les longueurs d'onde dessous. Non, on le fera après. On le fera après. Pendant le cours. Donc j'attends que tout le monde réponde à ce sondage avant de passer à la suite. Demain, on verra que grâce à ce type de système comme un prisme, on peut décomposer la lumière, et en décomposant la lumière, on va pouvoir interpréter plein de choses. Par exemple, le soleil,
on sait qu'il y a de l'hélium, de l'hydrogène dessus, on sait qu'il y a du calcium, qu'il y a tout un tas de choses dans le Soleil. On n'a jamais été prélevé un petit bout de Soleil pour. On va pas envoyer des sondes hein, comme Persévérance qu'on a envoyé sur Mars. On peut rien envoyer sur le Soleil. C'est trop chaud, ça fondrait instantanément. Et pourtant, on sait qu'il y a tous ces éléments-là, l'hydrogène, l'hélium, parce qu'on a analysé la lumière qui provenait du Soleil. Autre exemple, hein, il y a une planète qui s'appelle Mercure. Si ça s'appelle Mercure, c'est qu'il y a du mercure dessus. C'est pas au hasard qu'on a appelé ça Mercure. On n'a jamais été dessus, on n'a jamais envoyé quoi que ce soit dessus, pourtant c'est qu'il y a du mercure, c'est grâce à la lumière qui provient de cette planète qu'on peut savoir qu'il y a du mercure dessus. Donc quand il y a des scientifiques qui cherchent des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en dehors de notre système solaire qui seraient éventuellement habitables, bah, ils analysent la lumière qui provient de ces planètes pour savoir ce qu'il y a dessus, s'il y a de l'eau, s'il y a des choses comme ça. Et savoir si la lumière aussi comporte des informations sur la température de ces astres. Donc on peut savoir si on peut y vivre ou pas, si c'est trop chaud ou pas assez chaud. Enfin, on sait plein de choses. Donc il manque la réponse de Fadi, Léo Keicher, Nord. Alors Léo Keicher, Nord, Pierre, Renan et Simon. J'arrive pas à écrire sur le truc. Tu veux arriver... Alors explique-toi un peu, c'est quoi le truc? Tu l'as pas imprimé le document? C'est-à-dire que tu es sur le document numérique ou tu es sur ton papier là? Je comprends pas. Ah, en numérique. Bah, dans ce cas-là, si tu es un peu astucieux, tu fais imprime écran de ce qui s'affiche. Si tu es sur un ordi, hein, tu fais imprime écran et une touche ec, imprime écran. Je sais pas si tu la connais. Tu fais ça, puis après tu vas dans Paint. Non, tu es sur ton téléphone. Bah, tu fais une capture d'écran et puis tu colleras les images dessus. Tu sais faire une capture d'écran de ton téléphone? Ok. Donc il manque encore Léo Keisha qui a pas répondu. Non, c'est Pierre qui manque. Et après on va passer au cours. Pierre, t'es toujours avec moi? Pierre? Ah, ça y est, il a répondu. Bon, allez, je considère que Léo, il va faire ça, puisqu'il a fait une capture d'écran, il va faire ça après. Je passe maintenant à la suite du cours. Donc c'est le chapitre 10 en fait, on change de chapitre. Le chapitre 9 concernait la loi de la réfraction, la loi de Descartes. Maintenant dans ce chapitre 10, alors ça suit pas les numéros du livre, hein, c'est pas grave, on va parler des lumières colorées. Donc ça se situe page 250 et 251 du livre, les lumières colorées, et puis on va parler des spectres aussi dedans. Donc c'est du cours, faut noter ça en partie cours de votre livre après l'activité là qu'on vient de faire. Alors d'abord un petit paragraphe sur les lumières colorées et la lumière blanche. D'abord les lumières colorées, si nous on parle de couleurs parce que c'est ce qu'on analyse avec nos yeux, en réalité un scientifique il va parler d'autre chose. Parce que la couleur, on peut inventer une infinité de noms de couleurs, on n'arrivera pas à décrire toutes les subtilités de couleurs qu'il peut y avoir. Donc on va classer non pas par couleur les lumières, mais par ce qu'on appelle des longueurs d'onde. Et d'ailleurs, ça va nous permettre également de parler de lumières qui ne sont invisibles à l'œil nu. Vous avez sans doute tous entendu parler d'infrarouge ou d'ultraviolet.
Bah, c'est des lumières qui sont invisibles à l'œil humain, mais c'est des lumières qui existent. Il y en a certaines qui sont dangereuses et d'autres pas. Donc toute lumière est constituée d'une, donc quand on parle de lumière qui arrive du soleil, d'une lampe ou n'importe quoi, d'un feu, elle est constituée d'une ou de plusieurs radiations lumineuses. Donc j'ai utilisé le terme de radiation parce que c'est des rayons de lumière. Et chacune d'elles correspond à une couleur quand elle est visible. C'est quand c'est visible, mais l'ultraviolet, c'est une couleur qu'on pourrait essayer d'imaginer, mais en fait on la voit pas, nous. Bah, à titre d'exemple, moi qui fais de l'apiculture, je connais bien les abeilles et je peux vous dire que les insectes voient des lumières que nous on ne voit pas. Je pense que vous savez déjà qu'il y a des animaux qui entendent des sons que nous on n'entend pas. On a déjà parlé des ultrasons pour les chauves-souris, les chiens aussi entendent les ultrasons ou les dauphins. Et puis les infrasons, c'est les éléphants, les serpents qui entendent ces sons-là. Donc on voit que pour les oreilles, on n'entend pas les mêmes sons en fonction des espèces. Bah, c'est pareil pour la lumière. Eh bien, les abeilles, elles voient les ultraviolets. Par contre, elles voient pas le rouge. Donc, les abeilles ne voient pas le rouge. Donc, toute lumière est constituée d'une ou plusieurs radiations lumineuses. Chacune d'elles correspond à une couleur quand elle est visible. Maintenant, en physique, on va caractériser chaque radiation par une donnée qu'on appelle la longueur d'onde. Son symbole, ça sera une espèce de Y à l'envers, qu'on prononce lambda. Il s'exprime en mètres, mais le plus souvent, on va l'exprimer en nanomètres. Donc en physique, au lieu de parler de couleurs, parce que là, en dessous, vous avez vraiment un spectre un peu plus réaliste qui s'affiche, bah, vous avez des violets, des bleus foncés, des bleus marines, des bleus turquoises, des bleus clairs, des verts clairs, des verts qui tendent vers le jaune, etc. Enfin, on peut inventer une infinité de nuances de couleurs. Et on n'arrivera jamais à inventer tout un tas de noms de couleurs pour décrire tout ce qu'il y a ici. Parce que ce serait quelque chose de discontinu. Alors ici, on a un spectre qui est continu, c'est-à-dire qu'on a une évolution, un dégradé qui est progressif de chaque couleur. Et donc, en qualifiant ça par une donnée qu'on appelle la longueur d'onde, bah, on peut avoir 400, 401, 402, 403, même on peut avoir 400,1. Enfin, il n'y a pas d'interruption, hein, il y a une évolution continue des longueurs d'onde. Et on voit que de 400 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres, on a affaire à la lumière visible. C'est toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel qu'on voit lorsqu'il pleut et qu'il y a du soleil en même temps. C'est les gouttes d'eau qui décomposent. Donc, bien entendu, vous n'allez pas refaire ce petit graphique-là. Vous l'avez déjà fait précédemment. Donc, vous allez simplement rajouter sur le graphique précédent les valeurs dessous. Vous aviez des petites graduations. On va indiquer les chiffres dessus. Donc dans le document précédent, où on a essayé de reproduire ces différentes couleurs, il y a des petites graduations sous le croquis. Et au niveau du violet, vous allez démarrer en mettant 400. Puis ensuite, quand vous commencez le vert, vous allez pouvoir mettre 500. Ensuite, au milieu du jaune-orange, vous allez pouvoir mettre 600. Et puis au milieu du rouge, vous allez pouvoir mettre 700. Puis à l'extrémité du rouge, 800. Donc ce croquis, vous le verrez en figure 3, page 250 du livre.
Alors, la dernière phrase est encore là-haut, là. En physique, on caractérise. Est-ce que j'ai été... Vous me dites si j'ai été trop vite, là. Sur le chat, vous me dites si j'ai été trop vite. Non, c'est bon. Ok. Donc, cette figure-là, vous pouvez vous référer au document qu'on a fait précédemment ou aller la voir dans le livre, page 250, c'est la figure 3. Alors, maintenant, il y a deux termes qu'il faut savoir employer. Le terme polychromatique, mais c'est assez simple à comprendre, et le terme monochromatique. Alors, pardon, non, pas tout de suite, j'ai oublié le petit 2. Le petit 2, la lumière blanche, c'est une lumière comme le soleil, ou la lumière qui éclaire le plafond, au plafond, hein, c'est ce qu'on appelle des lumières blanches. Et en fait, en réalité, cette lumière correspond à la superposition de toutes les lumières colorées. Donc ce qu'on appelle la lumière blanche, c'est une lumière qui est composée de toutes ces couleurs-là. Et tout ça mélangé, à l'œil nu, à l'œil humain, ça donne un aspect blanc. C'est un peu curieux, mais quand il y a tout qui est réuni dans une même lumière, on voit du blanc. En fait, le blanc n'est pas dans le spectre. Le blanc, c'est un mélange de couleurs. Maintenant, polychromatique, vous savez déjà, je sais pas, polygone ou polyculturel, j'en sais rien. Enfin, poly, ça veut dire plusieurs. Et chroma, est-ce que vous savez ce que ça veut dire chroma? Peut-être en art plastique, vous avez vu ça. Personne ne sait ce que ça veut dire chroma. Il y a une réponse. Ça veut dire couleur, ouais. Donc, si je dis monochromatique, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule couleur, comme le laser par exemple, rouge, ou le laser vert, une seule radiation donc. Et polychromatique, il y en a plusieurs, il peut y en avoir une infinité d'ailleurs, mais il peut y en avoir 2, 3, 4, poly c'est plusieurs. Le soleil c'est une lumière polychromatique. Alors, je vais refaire un petit sondage pour savoir si je peux passer à la suite. Vous me répondez si vous avez fini d'écrire juste le titre, le sous-titre petit 3, lumière polychromatique ou monochromatique, parce que les deux dernières phrases, elles vont encore être affichées. Alors, quand on a répondu au sondage une fois et qu'on veut répondre, on peut, je crois. Nord, t'as répondu non, mais quand tu auras fini, tu peux revenir dessus et répondre oui, je pense. D'ailleurs, ça sera un test. Savoir si on peut revenir sur
la réponse qu'on a fait. Moi, j'ai pas accès au sondage, donc je ne sais pas si on peut changer sa réponse. Tu feras le test. Il manque la réponse de Fadi, de Pierre et de Sandrine. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont encore en train d'écrire, donc. Ok, il manque plus que Fadi. Fadi répond non si t'as pas fini d'écrire au sondage. Bon, il a fini. Enor, t'as fini? Est-ce que tu peux changer ta réponse? Ou est-ce que tu peux pas changer? Réponds dans le chat. Tu me dis je peux pas changer ou je peux changer. Comme ça Ah bah tu peux changer, ouais, nickel. Je viens de le voir. Ok, bah on va finir. Alors les deux dernières phrases, elles sont encore là-haut. Hein. Donc une seule radiation monochromatique, plusieurs radiations polychromatiques. Donc maintenant, on a vu dans l'activité qu'on a corrigée aujourd'hui qu'on pouvait disperser la lumière blanche et obtenir ce qu'on appelle un spectre. Après, c'est pas limité au prisme. La déviation de la lumière, c'est-à-dire cette réfraction, elle est différente en fonction de la longueur d'onde, c'est-à-dire de la couleur de la radiation. Si elle est différente, ça veut dire que ça va être défié différemment et donc ça va séparer les couleurs. Elles vont plus être dans le même axe, elles vont se séparer et être dans des axes différents. Et du coup, on va obtenir les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, c'est l'indice de réfraction du milieu transparent qui dépend de la longueur d'onde de la radiation. Donc c'est pas le même pour le rouge, pour le vert, pour le bleu, pour le violet, etc. Donc, lorsqu'une lumière blanche passe à travers un prisme, elle se décompose en lumière colorée. On appelle ça la dispersion et la figure obtenue, c'est le spectre. Alors, j'ai tout affiché d'un seul coup, un peu brutalement exprès. Là, c'est fini. Je montre quelques exemples. Bon, on a vu le prisme. Un exemple un peu plus surprenant, mais vous avez tous déjà regardé. Enfin, je sais pas si vous avez encore des CD chez vous, mais si vous utilisez un CD, vous pouvez constater qu'en fonction de l'angle avec lequel vous le mettez au soleil, ben, on peut observer les couleurs de l'arc-en-ciel dessus. Donc quand on met ça au soleil ou à la lumière de l'éclairage de la pièce. Et puis bah, cet effet arc-en-ciel, il est dû au fait que les gouttes d'eau, elles vont toutes les milliards de gouttes d'eau ou millions de gouttes d'eau qui sont en suspension dans l'air, elles vont toutes dévier de la même manière la lumière du soleil et de façon différente suivant la couleur. Et on voit que le rouge est le moins dévié, le violet le plus dévié. Et donc, on va observer une figure comme ça qui reprend la géométrie de la goutte d'eau. Cet arc de cercle, en fait, c'est une portion d'une forme de cercle, hein, le cercle parfait, une goutte d'eau qui tombe, une goutte de pluie, c'est une sphère parfaite. Et donc, on n'en voit qu'une portion, on voit pas tout le tour, mais si on était vraiment dans le ciel, on pourrait voir un arc, non pas un arc-en-ciel, mais un cercle en ciel, c'est-à-dire un cercle complet. Alors, je vais voir, il y a peut-être eu quelqu'un qui a quitté. Alors, Nour, tu voulais prendre la parole, mais vas-y, hein. Prends-la, hein. N'hésite pas. Monsieur, j'ai envie. T'as quoi? Je t'entends. Je vais vous demander, vous avez vu quand il y a de l'essence sur un parking, par Ouais. exemple, mais des fois, ça fait des reflets arc-en-ciel. Bah, c'est exactement le même phénomène. Je l'ai pas mis là dans les exemples, mais c'est pareil. Parce que vous avez une couche d'essence et en dessous, vous avez une couche d'eau. Et donc, la réfraction est pas la même. Et donc, ça dévie, ça forme des couleurs pareilles.
Donc il y a plein d'autres phénomènes comme ça qui forment ces couleurs, là, hein, qui dévient ces couleurs. Et à chaque fois qu'on obtient cette figure, on appelle ça un spectre. Donc je vous laisse le temps de finir d'écrire. Je mets simplement le travail qui est à faire pour demain. Il y a 2 QCM rapides à faire, puis un exercice, l'exercice 41, page 239. Et demain, on essaiera de voir comment on fait une activité normalement qui est expérimentale, mais je vous présenterai quelques vidéos que je montrerai, et puis je vous donnerai un document de travail, et puis ensuite vous le ferez en autonomie. Non, je vais faire un dernier petit QCM. Alors déjà, j'arrête la vidéo.